Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Congo Vox Australia. Congo Vox Australia, c'est la voix du Congo à l'Australie. Aujourd'hui, toza na sujet na biso oyo tobengi sangan. Talk straight na anglais. Biso bagan to stolongoli. Alors, on va poser des questions à notre invité. Yé à répondre, sans voile, sans gants. Directement, nous avons passé et par invité Nangaï, Oyazali Bongo, Dr Gauthier. Bonsoir, Dr Gauthier. Bonsoir Jean-Paul, merci de m'avoir reçu et en fait merci de venir dans mon bureau avec toute votre équipe pour nous avoir une impression sur les informations de l'heure en rapport avec notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes ici, dans le bureau de Dr Gauthier, bureau privé. Ouais. On va juste essayer de poser quelques questions, ce qui nous concerne tous, nous les Congolais. Ma question est, ma question à constitution, ma question à dialogue, ma question il y a même guerre na Iran. On va en parler. Alors, sans plus tarder, Dr Gauthier, question nanga liboso ezali boye. Congo est divisé en deux. Parmi sous balobi, il faut pas toucher la constitution. Parmi sous balobi, il faut pas changer en gros. Mais après un groupe, bien quand il y a balobi, c'est pas important dans une minute. Que pensez-vous de la constitution? Il y a la République démocratique du Congo. Bon, Jean-Paul, merci. Vous posez une question à Kitoko, une question très importante. Je sais que c'est une question qui bat son plein dans le média et partout. Mais je pense que nous, en tant que Congolais, il faut tous à la franc. Et puis, il faut tous à la direct dans la réalité en Bokanabiso. Nous savons tous que la constitution actuelle a été créée par des belligérants. Et nous savons aussi que cette constitution nous est venue d'ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas une constitution qui a été faite par le Congolais. Dans le monde, nous avons que la constitution est faite par les représentants du peuple au niveau du Parlement. Ou soit une assemblée constituante pour pouvoir résoudre le problème de la constitution. Mais Nambo Nabiso et Salamaki d'abord en dehors de notre pays, donc loin de notre pays, à Sun City, et ça a été fait par des gens qui n'avaient rien de la représentativité au niveau de la communauté, ou soit au niveau du pays. Du coup, il y a une constitution Moko qu'il faut vraiment regarder avec un œil un peu regardant, quoi, pour me permettre cette tautologie. Donc, sur base de biloko il faut tous à la franc na biso ba congolais. Moi, je dirais que bato yo baza contre soit révision ou changement de la constitution, ils le font par mauvaise foi. Donc, s'ils ne le font pas par mauvaise foi, ils le font par manque d'amour pour le Congo. Parce que toyebi ndenge na lobi wana constitution na bisote, mais beaucoup d'articles na kati wana ezali vraiment d'articles moko qui doivent être débattus ou soit changés. Mais pourquoi maintenant? Voilà, je vais en arriver. On a planté des corps autour de la constitution, on a comment ça a été fait et pourquoi. Il ne faut pas se ngai soko tuningai. Par rapport à est-ce que changer ou bien révision, j'ai mon point de vue. Moi, je suis plus dans le cadre de changement de la Constitution que la révision de la Constitution. Mais le deux, si ça peut nous amener à créer un bon Congo où tout fleurisse, moi, je crois que ça serait quelque chose de bien. Quand vous me posez la question de savoir pourquoi maintenant, bon, je pense qu'il n'y a pas un temps où on doit dire à un peuple de changer sa constitution ou pas. Et aussi, selon la loi et la constitution d'Abisso, que je ne veux pas vraiment trop aller en détail, je crois que le président de la République a cette un pouvoir-là de pouvoir changer la constitution ou soit d'initier le changement de la constitution. Il y a aussi la population. Et pourquoi aujourd'hui? Bon, il faut se dire que ça peut être un moment propice parce que
en fait, vu tout ce que nous avons connu comme difficultés au pays, moi je pense que le temps est vraiment favorable pour le changer parce que c'est tout le monde qui en parle. Moi je ne suis pas un constitutionnaliste, je ne suis pas un juriste, je suis un médecin, mais avec mon œil regardant d'un médecin et voir tout ce qui se passe au Congo, je pense qu'il n'y a pas un moment propice. N'importe quel moment, chaque fois que soit le président de la République trouve l'importance de pouvoir changer la Constitution ou initier les changements de la Constitution, ou soit la population elle-même peuvent décider de changer la Constitution. D'accord. Et la plupart des gens qui sont contre soit révision ou soit le changement, moi je dirais qu'ils le font par mauvaise foi, ou soit ils sont carrément des imbéciles, je me permets de le dire. Vous êtes Congolais vivant en Australie. Ouais. Vous êtes pour le changement de la Constitution. Et lors nini olingi, tant qu'on va changer, on a yo tant que diaspora et kota la Constitution où les olinga va changer. Ouais, bon, il faut dire que quand on parle du changement de la Constitution, nous on n'est pas en train de cibler quelqu'un en particulier ou un quelconque article. Nous voulons assez que le Congolais qui ont la capacité de se réunir et de changer la Constitution, va changer la Constitution pour un bénéfice Yamboka. Mais tu sais que pour Mboka Nabiso et se développer, nous avons besoin de la diaspora. Nous avons vraiment besoin de la diaspora. Regardez aujourd'hui, quand quelqu'un est malade au Congo, où est-ce qu'il se réfère? La diaspora. Quand les gens ont des difficultés au Congo, c'est la diaspora qui envoie l'argent. Ce côté vraiment économie Mboka Nabiso d'une manière globale, et ça maintenu par le financement, en fait, je ne peux pas dire illicite, mais financement à la diaspora, où ils ont vraiment canalisé l'économie en Mboka. Donc, du coup, c'est important que la diaspora soit considérée. Que veut la diaspora, par exemple? Le plus important, c'est qu'on nous permette notre double nationalité. Moi, j'ai besoin d'avoir mon passeport congolais pour que je circule partout où je veux en tant que Congolais. Évidemment, avoir le passeport australien me donne beaucoup plus de leverage, mais c'est aussi important. Bon, ça c'est peut-être un aspect. Et il y a d'autres éléments que nous voulons dans la Constitution qui pourra permettre une bonne circulation de personnes et les biens au niveau de l'étranger, au Congo. Il y a beaucoup d'histoires qu'on peut en discuter, mais moi, ce que je voulais peut-être faire un commentaire en rapport avec la Constitution, c'est que nous devons changer la Constitution pour laisser un Congo fort et un Congo stable à nos générations futures. Donc nous le faisons pour nos enfants et nos ancêtres, nos aïeux, pas nos aïeux, mais nos enfants et nos grands-enfants. Les dialogues. Bon, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le dialogue. Et pourquoi? Voilà, je vais expliquer. La raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec le dialogue, c'est en rapport avec les aboutissants de dialogue. Le Congo a connu beaucoup de dialogues. Nous pouvons le compter en termes de 10, 20, etc. Les aboutissements sont les mêmes et tous ces dialogues-là n'ont jamais apporté quelque chose du nouveau dans la vie ou dans la vie quotidienne de nos compatriotes congolais. Donc vouloir le dialogue aujourd'hui, c'est peut-être s'inscrire dans le même schéma qui n'a jamais montré ses efficacités. Et il faut savoir que nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose et espérer des résultats différents. Et avec qui dialoguer? Franchement, avec qui dialoguer? Mais le gouvernement est en train de dialoguer maintenant. Bon, il faut comprendre le contexte international de la crise en RDC. Et il faut aussi comprendre la démarche du gouvernement congolais actuel qui était, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir arrêter le bain de sang qui se faisait ou qui se fait jusqu'au moment actuel dans Goma, Nord Kivu, Sud Kivu. Donc c'était dans ce cadre-là. Et pour éviter ce genre de bain de sang, il fallait initier quelque chose pour arrêter ce massacre-là. Et c'est dans ce cadre-là, je pense qu'on a eu le dialogue de Doha, etc. Mais ce n'était pas question d'un dialogue interne comme le demandent la plupart des politiciens et de belligérants qui, selon moi, c'est comme s'ils veulent tout simplement se partager le gâteau.
Et comme je dis, on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et espérer à des résultats différents. Et d'ailleurs, moi, je pense que si moi j'étais à la place du président Tshisekedi, je ne parlerais même pas de dialogue parce que il n'y a même pas la crise politique pour laquelle il faut initier le dialogue. Il s'agit d'une agression, une agression rwandaise, et qui le fait par le biais de ces supplétifs du M23 et de l'EAFC. Nous allons en parler. Ouais. Je voulais juste avoir votre avis. Au niveau du Sénat, on a vu que le sénateur, deuxième vice-président, je crois, Bahati Lukwebo, démissionné. Je crois 2-3 mois passés, président de la Chambre du Parlement, Vital Kamerhe, démissionné. Les gouverneurs des provinces n'en parlent même pas. Est-il possible pour un pays des institutions instables à ce niveau? C'est normal. Bon, en tout cas, moi je pense que ça serait aberrant de parler des institutions instables. Il faut plutôt réduire cela au niveau des individus instables. Vous savez, au stade actuel et dans des situations que traverse notre pays, nous avons besoin de personnes sincères. Nous avons besoin de dirigeants sincères, pas des gens à double face. Nous voulons des gens qui sont vraiment fidèles au Congo. Et quand on voit d'abord cette histoire de Vital Kamerhe, vous savez combien est-ce qu'il y a toujours eu des rumeurs tout autour du degré de fidélité de Kamerhe vis-à-vis de la RDC et des institutions. Je ne pense pas que je sois en mesure de donner des exemples, mais je crois que tout le monde est au courant. Et plus récemment ici, parlant de Bahati Lukwebo, qui est le vice-président du Sénat, deuxième vice-président, c'est exactement la même chose. C'est un problème de fidélité vis-à-vis aux institutions et au pays. Au stade actuel, moi je pense qu'il serait vraiment erroné de croire aux instabilités des institutions, mais plutôt aux instabilités des individus et manque de fidélité. Et cela n'a rien à voir avec l'affaiblissement du pouvoir actuel. Moi je pense que ce soit le Sénat, que ce soit le Parlement, se sont bien ressaisis en identifiant que ces gens-là n'étaient plus en mesure de continuer à diriger ces grandes institutions et les ont mis en écart. Donc, c'est quelque chose de bien. Le grand problème, c'est que qui vont le remplacer, qui les ont remplacés. Évidemment, l'actuel président de l'Assemblée nationale semble être un bon gars qui fait bien son travail, donc on doit le soutenir. Ce qui reste peut-être à voir, c'est au niveau de la deuxième vice-présidente du Sénat, qui est-ce qu'on va remplacer? Est-ce que ce sont des gens qui ne sont pas en connivence avec nos ennemis, avec le MV3, comme on a ouï dire? Évidemment, j'ai pas de preuves, mais ce sont des histoires qui circulent. Donc, alors, nous, on pensait que au niveau de Washington, l'accord de Washington, ça va mener la paix. Nous sommes surpris ou nous sommes en train de rêver encore. Que passe-t-il de l'accord de Doha? Dans votre réponse, si vous pouvez aussi ajouter comment retrouver la paix à l'est du Congo. Bon, comme on a touché accord, on a touché accord Yadoua, selon moi. Accord Yadoua était un moyen de stopper avec la guerre pour éviter le bain de sang. Sur ce point-là, moi je pense que le coup est réussi parce que de plus en plus on se rend compte que les gens M23, FC sont cuits parce que par après ils sont représentés par Kagame. Donc le message est passé. On a compris qu'il ne s'agit pas d'un problème interne, mais plutôt une agression d'un État contre un autre État. Donc, dans ce cadre, c'est l'État rwandais qui attaque le Congo. Et c'est ça le message le plus fort quand il faut comprendre ces genres d'accords ou soit des négociations qui se passent. L'accord de Washington, par contre, moi je dirais, chaque fois quand il y a un accord, cela ne veut pas dire que toute affaire cessante, la guerre va terminer. Non, et il faudra aussi dire que dans ce qui se passe actuellement, on a compris que cet accord est très important parce que nos minéraux vont permettre au développement
de notre pays, au lieu que ça soit, comme on l'a vu dans le passé, nos minéraux être utilisés par des pays qui ne nous servent à rien. Donc ça, sur ce point-là, en tout cas, moi je pense qu'il faut comprendre dans ce sens. Et sur le plan de la paix, je pense que c'est un peu optimiste de penser que les accords internationaux peuvent résoudre un problème du pays. Le problème du Congo nécessite à ce que nous ayons une armée forte, une armée dissuasive, capable de décourager nos détracteurs, parce qu'ils sont là, ils seront toujours là. Donc, bien, l'accord, c'est bien, on est d'accord de cet accord, mais nous devons nous fortifier au niveau interne, nous devons avoir notre armée forte et planifier à ce que nous puissions bouter nos ennemis dehors. C'est dans ce cadre-là que moi je vois les choses. Je ne pense pas qu'un accord signé avec des Américains ou soit des résolutions de l'ONU vont réellement aider à résoudre le problème du Congo. C'est ainsi que nous devons prendre conscience nous-mêmes, nous en tant que Congolais, savoir que le Congo c'est notre pays, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants, à nos grands-enfants, et il ne faut jamais trahir le Congo. Ce sont des mots clés qui sont venus de la plupart de Congolais qui sont fidèles au Congo, comme Musée Laurent-Désiré Kabila, comme aussi Papa Étienne Tshisekedi. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on voit, on ne peut pas saper ces accords, mais ce sont des tremplins, ce sont des étapes qui ont permis à ce que notre problème soit porté au niveau international, et le reste, je pense que nous devons nous en charger. Est-ce que la diaspora peut jouer un rôle pour ramener la paix? Bon, moi je dirais oui et non, parce que ça dépend de quelle diaspora nous parlons. Il y a la diaspora consciente et la diaspora non consciente. Il y a la diaspora aimant le Congo et la diaspora qui n'aime pas le Congo, aime les intérêts personnels. Point n'est question ici pour moi de citer les noms et des exemples. Quand vous suivez par exemple des réseaux sociaux, même au niveau de nos chaînes nationales, on comprend qu'il y a des Congolais de bonne qualité et des Congolais de mauvaise qualité. Alors, je pense que les Congolais de bonne qualité peuvent arriver à contribuer, parce qu'il faut qu'on se le dise, la plupart de nos conflits au Congo sont des conflits politiques, qui n'ont rien à voir... Mais ils disent que Fachi est entouré de la diaspora. C'est ce que... Dire que Fachi est entouré de la diaspora, moi je dirais faux et archi-faux. Peut-être au début, il était entouré de la diaspora, et nous étions aussi parmi ceux-là qui ont crié qu'il doit revoir son entourage. Comme je dis là, il y a différents types de diaspora. Si peut-être il est entouré de diasporas qui n'ont jamais travaillé dans le pays où ils étaient, ils n'ont jamais occupé de postes, et qu'ils se retrouvent maintenant devant une situation où ils doivent se faire de l'argent, tout ça, on comprend qu'ils ne sont pas des diasporas de bonne qualité. Mais croyez-moi, il y a des diasporas intègres, sincères, qui évoluent à l'étranger, qui travaillent, qui ont travaillé dans l'administration dans des pays développés, qui comprennent comment le système... Vivre en diaspora ne veut pas nécessairement dire comprendre le système de la diaspora. Donc sur ce point-là, comme je ne suis pas vraiment en mesure de pointer du doigt qui sont les Congolais de la diaspora autour de Fachi, bon, moi je vois par exemple le gouvernement. Quand on voit le gouvernement, la composition du gouvernement, la plupart des gens dans le gouvernement, ce sont des Congolais lambda qui viennent souvent de partis politiques. Et si au niveau par exemple de ses conseillers, il se fait entourer de diaspora, là peut-être on peut faire un tel commentaire. Mais pour moi, c'est vraiment difficile de confirmer qu'il est jusqu'à ce point entouré par la diaspora. D'accord. Alors nous chutons déjà. Que pensez-vous de la guerre en Iran? Vous êtes de la diaspora. Ouais. Peut-être votre point de vue va éclairer les zones d'ombre. Puisqu'il y a même la hausse des prix du pétrole ici à l'Australie, je crois même au Congo. Donc la guerre en Iran peut aussi produire les effets au Congo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je veux dire ceci. Quand on voit la guerre actuelle de l'Iran, je crois que c'est un problème très complexe
qu'il ne faut pas seulement voir au niveau des Américains et les Iraniens. Je crois que ça remonte de conflits d'antan avec l'Israël et les pays arabes, l'environnement, etc. Donc c'est un terrain que je n'aimerais pas personnellement faire un commentaire parce que nous savons tous les origines de cette guerre et nous savons tous les intentions des uns et des autres. Évidemment, quand on parle de problème de la guerre nucléaire, etc., l'Iran possédant nucléaire, ils peuvent tuer le monde. Mais bref, c'est un domaine que je n'aimerais pas vraiment mettre à un point de vue. Mais par contre, sur les conséquences de cette guerre, oui, évidemment, les conséquences, c'est mondial. Dans le sens que, comme vous savez, la plupart de carburants, la plupart de gaz naturels transitent par le biais de canal, j'ai oublié le nom, il y a un canal entre le Yémen et l'Europe, par lequel la plupart de carburants passent. Et cette canal-là, avec la guerre, il y a des problèmes à ce niveau-là. Ce qui fait qu'il y a un sérieux problème d'approvisionnement dans le pétrole, etc. Et nous, en Australie, nous subissons cela. Et je ne pense pas que le Congo sera exempt. Au niveau de l'Australie, je peux te dire que le prix de carburant ont presque augmenté pratiquement en termes de 2 ou 3 fois. Et ça a des implications dans beaucoup d'autres domaines, sur le plan alimentaire, le prix de marché, le prix des transports, etc. Mais le gouvernement australien actuellement est en train de discuter sur comment est-ce qu'il peut alléger la tâche aux Australiens, notamment en demandant à ce que les gens puissent réfléchir sur leurs raisons de se déplacer et s'ils peuvent revenir sur cette histoire de de travailler à la maison au lieu d'aller dans des bureaux comme auparavant. Donc ce sont des discussions et il y a d'autres États ici en Australie qui demandent à ce que en fait ils ont réduit le prix des transports publics, parfois même à zéro. Par exemple, à l'État de Victoria, on est en train de demander aux gens de prendre le transport public gratuitement. Et pratiquement la même chose au niveau des Tasmaniens. Donc il y a des problèmes, certes, mais il y a aussi des gens qui y réfléchissent. Mais je crois que les pays qui vont survivre à cette époque seraient des pays qui ont des réserves de pétrole. Et le Congo, je ne sais pas si on a des réserves de pétrole, je ne sais pas si la politique nationale, qu'est-ce que la politique nationale envisage. Pour le moment, on sait que le gouvernement congolais apporte des subsides pour maintenir le prix bas. Et jusqu'à quand il pourra continuer à faire ça? Ça, c'est une grande question. Par contre, les Américains eux-mêmes pensent que cette situation ne va pas trop les toucher parce qu'ils ont des réserves de pétrole. Donc c'est un peu ça. Donc les conséquences seront vraiment internationales et aucun pays serait exempt de cette crise. Il faut appeler à ce que ça se termine le plus tôt possible. D'accord. Je rappelle que nous avons réussi Dr Gauthier dans le cadre de notre émission appelée Straight Talk, donc sans gants, sans voile. Tostolongola n'absoba voile, tostolongola bagant, poser la question. Alors tous cité déjà Dr Gauthier, ce qui ouvre kozala na message moko ya ko passer et que vous allez la jeunesse congolaise de la diaspora ici et que vous allez le gouvernement il y a République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un message pour nous dire aux gens? Oui, bon, le message ne manque toujours pas. Quand on est un leader, un membre de communauté, etc., on a toujours quelque chose à dire. Mais il y a ça, moi, un rappel moko sur ce qui brûle la toile actuellement. Oui, vas-y. Un médecin qui a frappé le patient. Oui. Bon, la toile, vraiment, clameur publique, le médecin a tapé une maman qui a affronté, tout et tout. Bon, moi je dirais ceci, parce que j'ai suivi les explications du médecin dans le procès, et je n'ai pas eu la chance de voir la vidéo, mais j'ai suivi quand même le commentaire de ce médecin. Moi, ce que je veux dire, bon, moi je ne condamne pas le médecin en soi. Est-ce qu'un médecin peut gifler, frapper les malades? Non. Quelle qu'en soit la circonstance, un médecin, d'abord, la profession de médecin, c'est une profession noble. Et un médecin, c'est un monsieur. Un médecin ne se bat pas, un médecin ne frappe jamais,
le malade, quelles qu'en soient les circonstances. Il y a des éléments clés qu'il faut comprendre. La restriction. Ouais. Restraint. Yeah. Restraint order. Yeah. We know here in Australia, you don't want, but they restrain you and then they... No, that's probably not really understanding how the restraint works in Australia. Mais permets-moi t'expliquer, souvent on restreint quelqu'un qui est d'abord au point de se faire du mal, il a ce qu'on appelle le risque contre lui-même et la communauté, et dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ont des problèmes de maladie mentale, ou soit ils ont quand on parle de maladie mentale, évidemment on parle de psychose, c'est-à-dire disconnexion de la réalité, ou soit un malade qui a de démence, et il a des comportements qui lui met non seulement lui-même en danger, mais aussi son entourage. Et c'est tout un protocole, c'est tout un processus. Ce n'est pas un individu qui prend la décision dans un coin. Donc, pour restreindre quelqu'un, il doit y avoir le consensus de 2 ou 3 médecins et il doit y avoir de papiers. Donc, il y a des actes médicaux que nous posons ici. On appelle ça le mental act. Il y a des nombres que je ne veux pas... D'accord, revenons à Dr Namiso. Pour le médecin, moi, je veux dire d'abord, il y a un problème de l'éthique, un problème de professionnalisme et ainsi un problème légal. Donc, ce sont les 3 problèmes et je vais expliquer. Le problème de l'éthique, parce que le médecin, moi je l'ai su, c'est un bon médecin. La façon dont il a expliqué, moi j'ai compris que c'est un bon médecin. Mais son problème, c'est que il n'a pas de notion de droit de malade, il n'a pas de notion de quoi on appelle consent. Donc, le consentement éclairé. Donc, en médecine, un malade peut refuser le soin de santé. Quel qu'en soit le risque, le malade a le droit de dire non, je ne veux pas ce traitement-là. Et ce n'est pas au médecin d'aller au point de pousser le malade à accepter. C'est une manière, c'est une façon de ce qu'on appelle harassment. C'est pas comment. Harassment. Harassment. En anglais, bon, en français, ça nous échappe pas. Donc, c'est-à-dire il y a un consentement éclairé. Tout patient a le droit de refuser le traitement. Et sur ce point-là, je pense que le médecin a manqué de connaissances de déontologie médicale, de connaissances de devoir de médecin et le droit de malade. Mais d'autres personnes disent que si le médecin n'a pas agi de la sorte et que cette dame mourrait. Ça, ce n'est pas le problème du médecin. Ce n'est pas aussi longtemps que le patient a la capacité de comprendre ce qu'on appelle consentement éclairé. C'est-à-dire vous expliquer au patient la situation, il a la capacité de comprendre et de faire un choix. Quand il fait son choix, nous ne pouvons qu'accepter et le médecin, le patient va signer pour dire que moi je ne suis pas d'accord avec ce traitement. Et là le médecin est quitte. Nous rencontrons ces situations tous les jours dans nos vies. Vous connaissez ici DAMA, Discharge Against Medical Advice. Exactement. Yeah. Donc, et puis le médecin pense que son acte va guérir le malade. Alors que sur le plan déontologique, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas, comment dirais-je, nous n'avons pas le bénéfice de résultat. Nous, c'est le moyen. On met le moyen pour que le malade guérisse. On a connu des cas où quelqu'un dans cet état, le médecin a fait ce que lui il a fait, suturer, réparer, tout ça, et par après la personne meurt. Donc, mourir ou vivre, ce n'est pas notre devoir en soi. Donc, la déontologie exige que nous mettons de moyens et la guérison, c'est le patient, c'est Dieu et le pouvoir. Wow. Donc, ce n'est pas que parce que j'ai fait ça que le malade est guéri, parce qu'il y a des cas où on fait tout, mais les malades meurent quand même. Tu vois, c'est en fait dans ce sens-là. Donc, sur le plan des actes que le médecin a posés, moi, je pense qu'il est condamnable d'avoir fait subir à cette dame-là des coups et blessures, quelque minimes que ce soit. Sur le plan déontologique, ce n'est pas permis. Et sur le plan légal, ce sont des abus physiques, abus sexuels qui sont condamnables. Bon, au Congo, comme je dis, et l'autre aspect, c'était de filmer le malade. La vidéo. Voilà. Sans son consentement, c'est aussi... Donc, en fait, son problème... Et qui a publié ça aussi C'est ça, en fait. D'ailleurs, le fait déjà de filmer, déontologiquement, ce n'est pas acceptable.
Moi, je reproche le médecin, mais je pense que c'est un système qui est là au Congo où les patients n'ont pas tellement le droit et le médecin eux-mêmes ne comprennent pas leur responsabilité face à des situations. C'est pas parce que le médecin connaisse comment le système fonctionne au Congo, il a eu peur, il a demandé qu'on filme pour se racheter quand même, quelque part. C'est tout un système qui est bafoué, on peut dire comme ça. Non, moi je dirais que ce n'est pas vraiment ça le grand problème, parce que si le système est en place, c'est-à-dire quand... Je vais te donner un exemple, parce que ce sont des histoires que nous faisons tous les jours. Quand un malade vous arrive, que ce soit dans la salle d'urgence ou dans la salle d'accouchement, la première des choses, si le malade est dans un état très critique, nous parlons de Advanced Care Directive. Donc, c'est une série de questionnements pour savoir si votre situation s'est détériorée, quel genre de soins vous voulez, etc. Et le malade va signer. Ce document-là est légal et protège le médecin dans des cas comme celui-là. Ce n'est pas faire une vidéo. Donc, du moment où, par exemple, au Congo, les malades ne sont pas posés, on ne les pose pas de questions au préalable sur comment est-ce qu'ils veulent être pris en charge, est-ce qu'ils sont d'accord pour la transfusion ou pas la transfusion. Il y a tout un tas de situations où... Docteur Gauthier, peut-être on reviendra avec vous pour étaler tous ces détails. Je pense qu'on en a vraiment besoin, mais à cause du temps, peut-être si vous nous accordez un rendez-vous, peut-être pour revenir et parler en large à ce qui est votre domaine. Je sens que vous êtes vraiment trop à l'aise dans le domaine nayo. Ce qui ouais, évidemment. On peut s'amuser au rendez-vous comme ça. Bato balandi biso baye baké tout ça la deuxième série avec le docteur Gauthier. On va parler un peu tout ce qui est de la santé et comment la différence de santé en Australie puis en Congo. Donc si vous avez peut-être un dernier mot ou les salutations. Bon, mon dernier mot, c'est il faut aimer le Congo. Le Congo, c'est notre pays, c'est notre patrie. Et quand il faut prendre des décisions pour le Congo, il faut prendre des décisions qui sont au bénéfice du Congo. Cette constitution, il faut la changer. Ça, il n'y a même pas d'embâche, il faut la changer. Les 18 ans d'un pays dirigé par un étranger, c'est comme une abomination et il faut plus vite effacer ça. Il faut plus vite effacer et la meilleure façon d'effacer ces 18 ans de Joseph Kabila, c'est de changer la constitution et passer à une autre république. Et c'est seulement les Congolais conscients et sérieux peuvent le comprendre. Il ne s'agit pas de prolonger le mandat de Félix Tshisekedi, mais plutôt de préparer la route pour un Congo meilleur, tout en sort. Et voilà peut-être ce que je voulais dire sur ce point. Et pour terminer, je veux vous remercier avec toute votre équipe. Merci de m'avoir accordé cette opportunité de parler à propos de notre pays que nous aimons tant et nous pensons que les gens peuvent s'investir dans ça et comprendre l'importance de se battre pour notre pays. C'était là le docteur Gauthier, le médecin ici en Australie, précisément à Sydney, dans le cadre de notre émission Straight Talk. Cela veut dire parler sans gants, sans filtre. Vous avez suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Restez connectés dans Congo Vox Australia. Moi, c'est JPS Kabundi.